Merci beaucoup. Merci infiniment, chers collègues de l'Université de Kara, professeur Bakpa. Comme le titre l'indique, le titre parle de la linguistique historique et comparative au service de l'histoire. L'exemple des peuples de culture B. On s'en va? Voilà le plan de ma présentation. 1. Le but de l'étude. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue. On va défiler. Non, attendez. Ça allait trop vite. Ça allait trop. Bon. Non, pas encore. Bon. Donc, le but de cette étude, en réalité, c'est de montrer comment la linguistique historique pourrait contribuer à la compréhension de l'histoire des migrations des peuples de culture B et comment ces données-là, c'est-à-dire les données linguistiques, pouvaient recouper ce que nous savons de l'histoire de ces peuples à travers les travaux des historiens. Je passe sous silence les définitions de linguistique selon 2 dimensions temporelles. Cette étude s'appuie fondamentalement sur un certain nombre d'auteurs bien contenus. En linguistique d'abord, nous nous sommes inspirés des travaux d'Obenga, etc., Kakpo, Beto lui-même, et en sens historique, nous avons pris en compte Pasi Roberto, Gaïba Nikwe, Micho Zuno Romiad, Avanoto, Cornevin, Personne, etc., etc. Le B, c'est quoi? Le B, c'est un ensemble, c'est un continuum dialectal comportant 60 dialectes. Et ces 60 dialectes sont répartis dans ce que nous, les linguistes spécialistes du B, on parle de dialectes majeurs. Donc les 60 dialectes formant le continuum sont répartis en 5 dialectes majeurs, à savoir l'Adja, le V, le Fon, le Gain et le Kwakweda. Je vais vous expliquer comment on en est arrivé là. Si vous regardez, disons, cette carte, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que nous avons... Ah, on peut faire ça là, d'accord. Très bien. Ici, vous avez les parlers V, d'accord? Ici, nous avons les parlers Fon. Ici, nous avons les parlers Adja. Ici, nous avons le Gain. Et ici, vous voyez, nous avons envers les parlers Kwakweda. Les palais dits Kwakweda sont localisés là. Vous voyez la limite des États en réalité, il y a ces langues sont parlées sur la côte du Nigeria au Ghana. Vous constatez que un certain nombre de dialectes majeurs occupent une aire continue. C'est le cas de B, c'est le cas du Gain, c'est le cas de l'Adja, c'est le cas du Fon. Mais les autres dialectes dits Kwakweda occupent des espaces différenciés. On en a à Lagos, on en a un peu partout envers là. Je vais vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Bon, pour pouvoir faire ce travail qui a été déjà objet de 2 publications majeures en 2024, nous avons pris en compte un certain nombre, tous ces travaux-là, nous les avons pris en compte, nous avons lu tous ces travaux-là, il y a des travaux que nous avons faits personnellement et on continue. Bon, nous avons essentiellement travaillé sur les tons, c'est-à-dire sur les unités suprasegmentales. Et quand on prend en compte les unités suprasegmentales, il y a un certain nombre de tons qui sont relevés au niveau synchronique. Ah, merci. Bon, j'ai oublié que j'avais un micro en main. D'accord. Bon, donc, nous avons surtout travaillé sur les tons. Au niveau synchronique, vous constatez que nous avons des tons ponctuels et des tons modulés. Les tons ponctuels sont au nombre de 6, les tons modulés sont au nombre de 5, non, de 4 là.
au niveau de tous les dialectes B. Mais au niveau du proto-B, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en réalité 3 tons, 2 tons ponctuels et un seul ton modulé. Mais dans la réalité, au niveau du proto-B et au niveau des dialectes actuels, nous avons 2 tons distinctifs, à savoir le ton B, le ton bas et le ton haut. Il y a quelque chose de fondamental que je dois dire pour la compréhension de cette étude, c'est que les consonnes dans ces langues-là, dans les langues B, comme dans beaucoup d'autres langues africaines, d'ailleurs, influencent la réalisation du ton vocalique suivant. J'ai cité un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur ça. Par exemple, il est reconnu que le ton haut est réalisé soit bas-haut, soit moyen, devant les obstruantes voisées. On continue. Voilà donc le profil phonologique du proto-B, les consonnes du proto-B au niveau phonématique. Lorsque vous regardez cela, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que nous avons T représente les consonnes obstruantes non voisées, D représente les consonnes obstruantes voisées, B représente les consonnes implosives, ou représente les sonates orales, et N représente les sonates nasales. Vous devez remarquer au niveau donc de ce tableau-là qu'il y a une absence totale de consonnes palatales au niveau des obstruantes. On continue un peu. Montez un peu s'il vous plaît. On va monter un tout petit peu. Très bien. Bon, remarquez ceci que j'avais dit plus haut, que au niveau synchronique, nous avons une prolifération de tons. Mais au niveau diachronique, nous avons 2 tons distinctifs et 3 tons non distinctifs. Donc si on passe du proto-B au dialecte actuel, nous constatons qu'il y a une prolifération de tons. Et la question se pose de savoir pourquoi il y a cette prolifération de tons au niveau synchronique. La réponse est claire, la réponse est que cela est dû à l'interaction entre les tons en présence et les consonnes et les tons vocaliques. Mais, chose très importante, c'est qu'au-delà de ces causes internes qui sont dues à l'influence des sons entre eux, il y a également les causes externes, par exemple celle de la construction des identités. Chaque peuple veut construire des identités, ces identités, et je vais vous en donner un exemple tout à l'heure. Donc, la thèse fondamentale, c'est quoi? La thèse fondamentale que je voudrais défendre au niveau donc, de cette petite communication qui est supposée se dérouler en français et ensuite en langue nationale font. Qu'est-ce que je veux en réalité dire ici, vous dire? Les changements observés au niveau de la structure du proto-B révèlent l'histoire du B. Et ces changements sont observés tant au niveau segmental et au niveau suprasegmental. Et je vais vous montrer par les migrations successives comment nous en sommes arrivés là. J'ai dit que j'ai lu autant les linguistes que les historiens. Les historiens qui sont très bien connus, Gaibor, c'est une autorité en la matière, Roberto Pazzi, c'est une autorité en la matière, Michio Zuno, etc., personne. Tout ça là, ce sont des autorités en la matière et nous avons recoupé donc tout ce qu'ils ont écrit pour avoir ce que Gaibor dit en 1997. Voici l'itinéraire des Ajatado de Ifè dans tous ces territoires-là. En réalité, nous sommes en présence de princes, c'est des princes, donc qui sont issus de la communauté Yoruba, qui pour diverses raisons ont décidé d'émigrer. Et ils ont quitté Ifè, ils ont fait première escale là, c'est Kétou. Ensuite, ils sont allés à Tado.
ce n'est pas si linéaire que ça, hein, ça doit durer des dizaines d'années, même bon, pas des centaines quand même. Bon. Enfin, ça ne remonte pas aussi loin que ce que le professeur Bagodo vient de dire tout à l'heure. C'est très récent. Hein. Bon, c'est des choses qui se passent, qui se sont passées, disons, aux alentours du 5e, 10e siècle jusqu'au 20e siècle. Donc, ils sont arrivés à Kétou et ils sont allés à Tado. Lorsqu'ils sont venus à Tado, ces princes-là, ils ont rencontré un certain nombre de peuples. Il y a les Alous et ensuite les A. Les A, au niveau de Tado, qui ne s'appelait pas encore Tado en ce moment-là, étaient les détenteurs du pouvoir royal. Et les Alous, c'était des forgerons. Les A se disaient être de lignée Ashanti. Donc, dans cet espace-là, vous constatez que à Tado, qui est devenu Tado, bien sûr, après la migration des princes Yoruba, à Tado, il y a donc un foisonnement de peuples parlant diverses langues. Pour les Alous, nous n'avons aucune trace de langue qu'ils ont parlé en ce moment-là. Mais on est plus ou moins sûr qu'à l'ouest de Tado, il y a les Ashanti. Les Ashanti, c'est au Ghana. Le Ghana est non loin de là. Et ensuite, il y a d'ailleurs, les A se disent être d'ascendance Ashanti. Gaibor écrit qu'il n'en est pas tellement sûr. Donc, au niveau de Tado, nous avons un foisonnement de peuples parlant diverses langues. Donc, c'est un milieu multilingue. Et c'est au niveau de ce milieu multilingue que les langues B sont en réalité nées. Nées, de mon point de vue, disons, de la fusion de diverses langues en présence. En réalité, je voudrais dire que le B est issu d'un métissage culturel et d'un métissage culturel de tous ces peuples qui se sont retrouvés dans ce lieu précis qu'est Tado. Et lorsque ils étaient à Tado, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu d'autres vagues de migration. Il y a d'abord ce que nous appelons les migrations précoces qui ne figurent pas au niveau de ce tableau-là. Les migrations précoces, justement, c'est qui? C'est les Aïzo qui ont quitté très tôt, c'est pas là, qui ont quitté très tôt Tado, et lorsqu'ils ont quitté Tado, ils se sont dirigés vers l'est, donc vers le Bénin, où ils ont occupé la région d'Alada. Ce n'était pas encore dénommé en ce moment-là Alada, et ils se sont installés là, et ils ont peuplé un certain nombre de choses là, avant que d'autres peuples ne les rejoignent. Les peuples Aïzo font partie aujourd'hui de ce que nous appelons, nous les linguistes, nous appelons les Kwakweda, faute d'avoir une dénomination commune pour les caractériser. Donc, ils étaient donc les premiers. Donc, lorsque Tado est devenu cité prospère, je numère schématiquement en réalité l'histoire, et lorsque c'est devenu prospère, bien connu même des explorateurs européens, et là, pour diverses raisons, il y a une deuxième vague de migration qui concerne les V qui ont quitté Tado pour aller fonder le royaume de Notchen. Et il y a une autre vague qui s'est dirigée vers Alada. Et vous connaissez la suite. Lorsqu'ils se sont dirigés vers Alada, il y a encore d'Alada, il y a d'autres vagues de migration. D'Alada pour aller fonder Hogbonu, Porto Novo, et d'Alada pour aller fonder Agbomey. Au niveau de Noche, on constate que les peuples, les V,
ont essaimé au Togo, mais également au sud du Togo. On continue. Voilà donc à peu près comment les choses se sont passées. Donc, qu'est-ce qui explique que l'émiettement des Khwakweda est dû en réalité à plusieurs vagues de migration. Je vous ai déjà parlé de la première vague de migration qui concerne les Aïzors. Ils s'étaient installés à Lada. Mais ensuite, c'est après que d'autres vagues de migration de ces peuples-là les ont rejoints ou ont rejoint d'autres zones, soit au Togo, soit au Bénin et soit au Nigeria, mais pas au Ghana. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Tado, selon les historiens, serait né au XIe siècle. Au XIe siècle, je pars de l'hypothèse qu'en ce moment précis, nous sommes en présence de plusieurs peuples parlant diverses langues et issus de plusieurs cultures. Je voudrais donc faire l'hypothèse que le Proto-Gbé, qui a cimenté certainement l'union ou l'unité donc des Ayatado, ça relève du 11e au 12e siècle. Et au 11e siècle, nous avons un certain nombre de consonnes très spécifiques, c'est les consonnes implosives qui n'apparaissent plus dans les dialectes B actuels, mais qui ont disparu après. Nous avons un certain nombre de consonnes que j'ai mentionnées là. Ça, c'est des consonnes aspirées qui n'existent plus dans aucun des dialectes actuels. Donc, qu'est-ce que nous constatons en réalité? Nous constatons que ces consonnes-là ont changé radicalement. Ce n'est pas seulement les consonnes, également les voyelles. Mais ce qui est beaucoup plus voyant au niveau de mes observations et au niveau du sujet qui nous intéresse, c'est le changement des consonnes. Donc ici, là, en réalité, qu'est-ce que nous avons? J'avais dit tout à l'heure qu'il y avait une relation très étroite entre le ton et la réalisation consonantique. Le ton Ho est réalisé Ho en présence des obstruyantes non voisées et en présence des moins obstruyantes. Le ton Ho est réalisé Ba Ho devant les obstruyantes voisées. Ça là, pourquoi? Vous allez me poser la question de savoir pourquoi. Parce que c'est une propriété naturelle dans les langues naturelles que les consonnes obstruyantes voisées influencent la réalisation du ton vocalique suivant. Ce n'est pas seulement valable pour le B, on a trouvé également dans les langues de Côte d'Ivoire, dans beaucoup de langues, disons, en Asie surtout, et aussi dans les Amériques. Donc, probablement, donc, les Aïzors, les Aïzors, j'allais dire, au XIIIe siècle, XIVe siècle, ils ont dû donc émigrer. C'est là, professeur. Ah, c'est arrivé? Désolé. Ah, d'accord. Bon. Ils ont donc dû émigrer, c'est eux qui constituent la première vague de migration. Ils ont émigré, donc, de... Je monte. Attendez. Voilà donc... oui. Voilà donc... oui. Non, ce n'est pas encore l'immigration, c'est le Proto-Gbé là. Donc, la mouvance Khwakweda numéro 1, c'est probablement entre le XIIIe et le XIVe siècle, où le ton, où ces langues-là, même dans leur état actuel, ces consonnes-là ne présentent pas n'abaissent pas la réalisation du ton suivant. Continuez, s'il vous plaît. Bon. Donc, maintenant, quelle preuve nous avons que ces consonnes-là ont des implosifs avec des implosifs? L'exemple que nous avons, c'est une langue qu'on appelle le Saramakan. Le Saramakan, c'est une langue, disons, c'est un parler créole
les langues qui en sont à la base, c'est d'abord le B. Et en ce moment-là, je présume que c'est le royaume d'Alada qui était florissant. C'était un royaume très florissant et qui vendait des esclaves. C'est en ce moment-là qu'ils ont dû être vendus et ils habitent le Suriname actuellement. Et dans leur palais actuel, nous avons ces consonnes implosives sont encore là, présents. Ça signifie que ces consonnes implosives-là n'ont pas disparu dans cette langue-là. Mot pour mot, quand on prend un mot de la langue Saramaccan qu'on compare aux mots de nos langues-là, commençant par ba ou da, on constate que ces consonnes-là sont plutôt des implosives. Ce qui nous a donc amené à dire qu'effectivement, nous sommes en présence de consonnes implosives dans ces langues-là. Donc je présume qu'au début du XVe siècle, la différenciation dialectale a commencé. Où donc toutes les consonnes implosives sont devenues des consonnes plosives. Et en ce moment-là, les consonnes ho et wa sont devenues ho, wa, fe, va. Et les consonnes, disons aspirées, sont devenues ces consonnes-là au niveau des dialectes. Et nous savons qu'au XVe siècle, la mouvance Adja est née. Et au XVe siècle également, la mouvance Frakweda 2 est née. Au XVe siècle, les fonds, le royaume fond, ceux qui vont constituer plus tard le royaume fond, ceux-là sont là. La même chose au niveau de la mouvance Wé à Noché. D'accord? Donc il y a d'autres vagues de migration. Au niveau des Frakweda, c'est la troisième vague de migration. Et pour finir avec les vagues de migration, je dois aussi préciser ceci qui est très important, je ne l'ai pas dit au départ. En réalité, les peuples de culture P sont issus de deux types de civilisations. La première civilisation, c'est celle d'Ayatado, et la seconde civilisation, c'est celle des Ga Fati, qui sont allés fonder le royaume Gain d'Aneho et Gain de Kriji. Et ça, se passe dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et au niveau de chaque type, lorsque les changements se sont stabilisés, nous avons constaté que c'est des changements qui sont spécifiques à chaque dialecte majeur. Par exemple, au niveau des dialectes des dialectes gains, nous avons constaté que Hua est toujours réalisé P. Alors que nous avons vu au niveau des dialectes éveillés, où est ça là, hein? Alors que ici là, ces consonnes-là sont réalisées comme étant des fricatives bilabiales. D'accord? Donc c'est en réalité ce que nous avons continué. Continuez, s'il vous plaît. Bon, et ce n'est pas les mouvements V, ça continue toujours. La mouvance A, on a déjà parlé de la mouvance gain. Et je dois aussi vous dire que ces changements-là ont continué même jusqu'au XXe siècle en réalité, hein, au niveau du tofi urbain, où les sons fort et va sont réalisés fort et va. Ceci c'est récent, ce qui donne la preuve donc que nous sommes en présence de changements continus qui caractérisent chaque ère culturelle P. On continue. Bon, pour finir avec mon exposé en français, je dois dire que il y a des forces internes à la structure de la langue qui motivent les changements. Nous venons de montrer que c'est ces changements-là qui sont à l'origine des dialectes majeurs Adja, Gain, Fon, Frakweda. Mais il y a également d'autres types de changements qui ont eu lieu, et je vais vous parler des ingénieurs de langue, les langues de couvent. Les langues de couvent représentent également une tentative de création de langue, et ce dont je vais parler, c'est
Monvolo. C'est une langue qui est parlée à Semekoji, qui est en réalité issue du Kula de l'Ouest, parlé aux environs de Grand Popo. Lorsque nous analysons les structures de ces langues-là et lorsqu'on les compare au proto-gbé, on constate que le Monvolo épouse au niveau total les structures du proto-gbé, ce qui nous a amené à dire en réalité que les inventeurs des langues de couvent ont accès. Ils ont eu accès dans leur subconscient, ils ont eu accès à la structure interne, de la langue mère, à savoir le proto-gbé. Alors qu'au niveau du Kra de l'Ouest, qui est le Kra parlé, disons, ordinairement, donc ce dialecte-là n'a pas accès à cette structure-là. Ce n'est pas seulement les langues de couvent, il y a beaucoup de choses dont je ne vais pas parler ici, mais qui nous donnent donc une idée que les changements annoncent les dialectes majeurs, les changements sont également aussi le résultat de la construction des identités. Et je vais très parler brièvement, comme il m'a été dit, de faire mon exposé aussi en langue fon. Je vais très rapidement vous parler de comment, parce que ça là, cet exercice-là, je vais le faire très rapidement. Hein. Je vais le faire très rapidement. Allez, s'il vous plaît, au niveau de notre truc prêt, le document. Je vais très rapidement parler de ceci parce que le but donc de l'exposé, parce que bon, lorsque j'avais voulu faire l'exposé, c'est un sujet sur lequel je travaillais depuis 1997, si mes souvenirs sont bons. J'avais fait, disons, une terminologie qui a d'ailleurs inspiré, le collègue Ligan dans la rédaction de sa thèse. C'est une communication que j'avais présentée à Addis Abeba sur la terminologie scientifique. Et déjà à ce moment-là, nous avons commencé à travailler sur, disons, la terminologie linguistique. Donc, allons-y au niveau de Chola, allez-y. Bon, c'est en réalité rédigé en fond, hein. La communication a été rédigée en fond. Bon, donc ici, là, ce tableau-là, tenez-moi ça, ce tableau-là, vous constatez que, bon, ici, là, c'est les obstruantes non voisées. Besouwekui Assou, Mandi Bedo, Bekame. Besouwekui Assou, ça traduit le terme obstruant, parce que dans cette langue, pas dans cette langue, en linguistique, nous distinguons en général entre les consonnes qui sont produites avec obstruction et d'autres qui ne sont pas produites avec obstruction. Les consonnes qui sont produites avec obstruction, c'est les obstruantes. Et c'est Besouwekui Assou Mandigbe. Besouwekui là, ça traduit le terme de obstruante. Et vous revoyez ici, la différence c'est que ceci c'est Digbedo, Bekame. C'est-à-dire qu'il y a vibration ici des cordes vocales. Mais ici, ces consonnes-là, que vous voyez là, ne sont pas des obstruantes, Berouali. C'est-à-dire, ça, c'est la voix est ouverte. Besouwekui Magmon, Aongbome. Ça signifie que ça ne passe pas par les fosses nasales. Et ici, c'est des Besou, Berouali, Wekui, bon, Aongbome. Les voilà. Et pour reprendre, pas pour reprendre, pour parler un peu de ce que des différents changements dont nous avons parlé tout à l'heure.
kundokpo we khonu ton kakai wota donu wo nukunwe we khonu ton nutewe mido do we hoho miton leme mido we kui asu di gbedo home we kui asu di gbedo home do we kui asu nele yo lewe kanu wa gbonu gbedio hui le do mi do beji le gbedio hui le podo o we kui asu le ko e do kan chicha e do de non rien agbaha de we de no gbe kun lo le o e mi yo gbe di home gbe di gbe su we kui di pero home le o et non wa nous de nous gbe di o kui e kwedo ile ya we ni no debu no wa nu ye ya wotenu e ka je nu wa je o agbahun ha eji wonu wa je agbahun ha eji o wenue mi wa je gbe si kunkan le doji o we gbe si kunkan aton we mi do gbe si kunkan nu konton eno yo raja gbe si kunkan we go eno yo ve gbe si kunkan aton go eno yo fon gbe si kunkan anego eno yo gen gbe si kunkan aton go eno yo kweda we nenu we e wa je mi mo do mejire pe we kun lo le o e wa je hun khoka we kun be dio hui edo pe we kun asireji o we nenu e wa je hun khoka eji bon je vous remercie infiniment. J'aurais voulu avoir un peu plus de temps pour dérouler l'exposé aussi en langue, mais je crois que bon, ce n'est que partie remise. Dommage que les autorités ne sont pas là. Vous permettez, avant que je ne termine complètement là, remercier un certain nombre de collègues. Je voudrais remercier un certain nombre de maîtres qui sont, certains ne sont pas ici, d'autres sont ici. Je voudrais remercier le professeur Bienvenu à Koka qui a dirigé mon mémoire de maîtrise. Je voudrais remercier Brigitte Reinecke qui a dirigé ma thèse. Ceux qui m'ont inspiré, il y a un certain nombre de collègues qui m'ont inspiré. C'est le professeur Kako Humpati qui a beaucoup travaillé, vous le savez, hein, sur le plan segmental. Moi, j'ai travaillé sur le plan suprasegmental. Il y a aussi, il en a beaucoup parlé dans son exposé, et c'est un ami commun à nous tous, c'est le professeur Feu Yahi Olabi Joseph, avec qui nous avons discuté. On était allé très loin dans la discussion. Nos langues doivent être érigées au même niveau que les langues que nous employons, les langues des Occidentaux, l'allemand, l'anglais, le français. Et donc ça va être un travail de longue haleine. Mais je souhaiterais que ce ne soit pas trop long pour que nous ayons la chance de voir le début avant de partir. Donc, l'université va prendre l'initiative de l'introduction de nos langues dans le circuit ou le système éducatif formel. Et évidemment, on repartira à la base, parce qu'il faut faire une maison, il faut une fondation, c'est la maternelle. Il faut partir de la maternelle pour aller à l'université. Donc c'est dans cette mouvance-là que j'ai tenu à venir. J'ai été très content d'entendre les deux. J'ai failli rater la communication, la conférence du professeur Wagodo sur les terminologies scientifiques. Mais le peu que j'ai vu, ça m'a... en fait, je voudrais avoir tout. À la fin, je souhaiterais que ce ne soit pas seulement la publication d'actes, de colloques,
mais que ce soit véritablement le point de départ d'initiatives innovantes qui vont amener nos pays à repartir du bon pied. Alors nous considérons depuis 64 ans, pour beaucoup de ces pays dits francophones, comme étant des pays francophones. En fait, nous ne sommes pas francophones, nous sommes des pays multilingues. Et comme tels, nous devons pouvoir développer la multilittératie. C'est un terme anglais qui est passé dans le français, c'est-à-dire éduquer dans le multilinguisme. Or, depuis 60 ans, on est en train de naviguer à vue. On dit que nous sommes francophones. Mais tout récemment, j'ai amené ici quelques documents de l'UNESCO et de la Banque mondiale qui a montré évidemment le lien qu'il y a entre un système éducatif performant et le développement. Le professeur Bagodo semble un peu fustiger l'aspect un peu capitaliste, néolibéral de ce terme, mais moi je pense au développement inclusif, développement humain durable. Ce n'est pas avec la conception néolibérale que je pense à. Mais avec les chiffres que nous avons, il y a une corrélation nette entre le système efficace, système éducatif efficace et le développement tout court. Et j'ai constaté, tout récemment, j'étais aux journées scientifiques, 6e journée scientifique du CAMES, et j'ai participé à un panel qui s'est penché sur les sciences ouvertes, sciences et société. Et je me suis dit, bon, la société ne peut pas recevoir. Eh bien, je remercie beaucoup les organisateurs. Or, ce qu'on a vu dans les chiffres de l'UNESCO et de la Banque mondiale, c'est que, si je prends l'exemple du français, qui est la langue pivot, la langue d'instruction des pays dits francophones en Afrique, eh bien, à 10 ans, c'est-à-dire que l'âge où les enfants peuvent aller en 6e, et la plupart de ces pays-là, au sud du Sahara, les enfants maîtrisent, il y a à peine 30%, pour être très généreux, d'enfants qui maîtrisent le français. Alors pourquoi parle-t-on donc? Et on voit l'origine de ce problème, c'est parce que justement, ils n'ont pas commencé par leur langue. Ils sont bilingues, ils sont trilingues, mais on les jette comme ça à l'école dans une langue qui n'est pas la leur, qui est en concurrence très déloyale vis-à-vis des langues africaines. Et là, le résultat est là. Donc nous avons des enfants qui doivent aller en 6e et qui ne maîtrisent pas. Au Bénin, par exemple, c'est 77% d'enfants qui ne maîtrisent pas le français, ni écrire, ni parler. Et ça, c'est clair. J'ai été discuter avec le président du CNE et il semblait contester. J'ai dit non, il ne faut pas être... Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Donc, c'est pour cela que les colloques, celui-ci et celui qui s'est passé il y a une semaine, m'intéressent particulièrement. Donc, nous allons partir de ces matériaux que vous êtes en train de fournir pour des entreprises concrètes. Et j'ai évoqué tout à l'heure la mise en place de au niveau de notre laboratoire d'un institut de langue appliquée. Et je crois que c'est le recteur Ezi qui avait eu l'idée pendant la transition en 90 de faire que tous les enseignants et les étudiants soient au moins bilingues. Et le recteur Saint-Saint, quand il a passé à cela, a pris même un arrêté pour créer, enfin pour mettre en place un institut de langue appliquée. Ailleurs, dans le système français, on dit langue étrangère appliquée. Et nous avons enlevé étrangère. Parce que nos langues ne nous sont pas étrangères. Parce que c'est les Français qui parlent de langue étrangère par rapport à eux. Alors, donc pour nous, le français aussi est une langue étrangère. Donc on a enlevé le terme étrangère et c'est très innovant. Des collègues sénégalais m'ont dit que si ça marche, cette expérience-là, ils voudraient bien la partager. Et j'ai partagé avec l'université Cheikh Anta Diop une expérience d'une 15aine d'années d'un institut de ce genre patronné par la francophonie.
hein, mais seulement du point de vue français. Hein, on parle du français pour d'autres langues européennes. Mais nous, on veut asseoir nos langues. Et c'est donc pour cela que ce colloque, celui qui a précédé, auquel je n'ai pas pu participer, m'intéresse particulièrement. Bon, alors, je vais dire deux mots de deux conférences. Le professeur Bagodo a parlé donc de terminologie scientifique et comment est-ce que nous pouvons développer l'esprit scientifique dans nos langues et aider aussi l'humanité entière par notre génie propre. Parce que nous avons des génies, nous avons des choses particulières que les autres n'ont pas. Donc si nos langues disparaissent, l'humanité perd. Or, il y a des langues qui disparaissent tous les jours. Et ça, ce qui est inquiétant dans le tableau que la configuration générale du monde, c'est que certains pays sont dits pays, les peuples premiers, autochtones. Alors, les peuples autochtones, c'est les gens qui sont chez eux et ils sont à peine 400 millions sur les 7 milliards que nous constituons. Alors, ça veut dire quoi? Que l'Occident, qui a géré le monde pendant au moins le dernier millénaire, a fait une razzia dans le monde entier. Il a détruit tout en réduisant ce qu'on qualifie de peuple autochtone à 400 millions sur 7 milliards. Donc, c'est un problème qu'eux-mêmes ont constaté. Hein, ils ont constaté que c'est un dégât. Il ne faudrait pas que les langues disparaissent. Donc, les peuples autochtones disparaissant, leurs langues vont disparaître. Alors, qu'est-ce que nous sommes en Afrique? Parce qu'en Afrique, on ne considère que autochtones que les Zoulous, non pas les Zoulous, les Otanto, les Pygmées et les autres. Et nous, est-ce que nous sommes autochtones ou bien nous venons d'ailleurs? Nous sommes allogènes? On ne sait pas. Donc, c'est des problèmes qu'on doit poser au niveau international. Qu'est-ce que nous sommes devenus sous la houlette des puissances occidentales depuis au moins le dernier demi-millénaire, pour ne pas aller trop loin. Un demi-millénaire qui a été catastrophique pour l'humanité. Merci aux deux professeurs. J'ai deux contributions. Une première pour le premier professeur qui a intervenu. J'ai pris le train en marche parce que je suis venu un peu en retard. Je ne connais pas son nom pour le moment. Le second professeur aussi, j'ai une contribution. Voilà que j'ai trouvé le train en marche avec le premier professeur sur la terminologie scientifique, sur l'histoire, les concepts de l'histoire. J'ai très bien apprécié. Alors, par rapport à ce niveau, j'ai vu une liste de terminologie qu'il a en histoire. Alors, cette liste, chez les terminologues, par exemple, ils mettent ça dans ce qu'on appelle une fiche terminologique. Déjà, un professeur à la retraite, je crois, doit avoir publié des articles qui traitent l'équivalence de ces termes de l'histoire, archéologie, tout ça, vers une langue qu'il parle, qu'il maîtrise parmi nos langues ici. Est-ce que, ça c'est ma question pour finir avec cette contribution, est-ce que cela est déjà fait? Nous voulons nous en procurer quand même. Et en même temps, la communication d'aujourd'hui, comment on appelle ça, la copie. Deuxième chose, la contribution du professeur Beto. Alors, bravo, parce que déjà, il est très rare de voir les professeurs prendre la parole devant un public comme ça, parler en français, et puis revenir dans la langue, parler scientifiquement. Parce que les professeurs des anciennes écoles font rarement cela. C'est pourquoi j'ai dit vraiment, je suis bien tombé ici, parce que je voulais découvrir un tout petit peu quelqu'un qui fait ça. Je sais que ça peut se faire, mais les gens n'approfondissent pas leurs recherches vers ça. Ils se limitent seulement à l'appariement entre français et la langue, ou vice-versa, mais aller donner un cours magistral ou bien communiquer dans sa propre langue, ça, on voit rarement cela. Maintenant, je terminerai par
ce qu'on appelle, il a parlé de la linguistique, surtout la palatalisation des langues Bwe, et il a parlé aussi de ce qu'on appelle les cas des explosives. Par rapport à la palatalisation, les langues mandées font de la palatalisation, même si ce n'est pas assez pertinent. Voilà que cette recherche sur les langues Bwe revient sur la palatalisation. Est-ce qu'il a pu faire, le professeur a pu faire un lien entre la palatalisation des langues Bwe et des autres langues en Afrique qui font de la palatalisation? Ça, c'est la question à lui. Maintenant, par rapport à au cas des explosives, rarement les langues africaines sont explosives. Mais je vois que dans les langues Bwe, il y a les explosives, en plus des explosives. Maintenant, en Afrique, il y a une langue qui est un peu partout, qui est le Fulfulde, sinon les Pulaars, la langue Peul, qui comporte des explosives. Surtout les B a une explosive. Les B, les Y et les D. Voyez-vous? Donc, au Mali aussi, il y a les Boré qui a des explosives. Est-ce que le professeur a pu faire les liens aussi entre ces autres langues qui ne sont pas dans le groupe Bwe, mais qui ont des explosives aussi? Ça pourrait être beaucoup plus enrichissant à ce niveau. Merci beaucoup, j'ai été long, mais je crois que ça vaut le coup quand on est avec ces professeurs. Merci beaucoup, chers collègues. Rappelez-nous votre nom pour qu'ils puissent... Alors, moi, c'est Isiaka Ballo du Mali. Je suis spécialiste en terminologie. Voilà, je travaille sur la terminologie des sciences en Bamanakan, ce que vous appelez Bambara. Bambara qui n'a pas de sens pour nous, quoi. Je ne réagirai pas sur les communications, je réagirai sur l'intervention du professeur Ainamo pour dire tout simplement que c'est nous-mêmes qui sommes les freins à l'introduction de nos langues dans le système éducatif. Parce que je me souviens que à la conférence de Libreville, dans les années 1995, la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie avait décidé que les pays africains devaient commencer à faire l'enseignement des langues à partir de leur langue maternelle en introduisant le français dans l'enseignement progressivement. Ça avait donné lieu à un programme dont j'oublie le nom. Quand ça a été introduit au Bénin, eh bien, c'est nous-mêmes qui avons interrompu l'expérimentation de cela ici, alors que c'était dans, je crois, c'était dans 7 ou entre une dizaine de pays, d'écoles pilotes, et on a arrêté l'expérimentation alors que c'était prometteur. On avait choisi, je crois, 6 langues du pays pour faire cette expérimentation, et on l'a arrêté. J'ai dirigé une thèse qui a parlé de l'introduction de nos langues nationales dans le système éducatif et administratif. J'ai invité à ce moment-là, je ne parlerai pas du nom, un ministre qui était du gouvernement à être membre du jury, espérant qu'à la suite de cette soutenance, il partirait de là pour plaider cela au Conseil des ministres. Eh bien, je n'ai rien vu arriver jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il était bien posé, il était bien placé pour pouvoir parler de cela en Conseil des ministres et faire adopter ce que je peux appeler maintenant une alphabétisation environnementale. Ça, c'est simple à faire. Tous les autres pays le font, et pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? C'est au moins introduire l'écriture de nos villes, des plaques, des rues et autre chose en langue nationale à côté de la langue française. Ça, c'est simple à faire. C'est une décision politique très simple à prendre et nous ne la prenons pas, alors qu'avec ça, nous pourrons faire ce que j'ai appelé tout à l'heure de l'alphabétisation environnementale, parce que l'environnement, nous-mêmes, nous alphabétise. C'était un peu, je ne sais pas si dans les discussions que le professeur Ainamo est en train d'enclencher avec les autorités en la matière, si ces idées peuvent être introduites pour qu'elles prennent corps dans les jours à venir. Je vous remercie.
son exposé était tellement riche et documenté que j'ai l'envie de lui demander de savoir s'il a trouvé pendant ses travaux des écrits en langue B, des écrits anciens qui ont pu contribuer à son étude. Je vous remercie. Pas beaucoup de questions en réalité. Bon, le collègue, c'est Abalo. Isaka Balo. Isiaka Balo. Le collègue Isiaka Balo, bon, question de palatalisation en langue B, non. En réalité, je n'ai pas parlé de palatalisation, j'ai dit expressément qu'en proto-B, il n'y avait pas de consonne palatale. Mais ces consonnes ont été générées après, selon des règles très précises, dues à ce que nous appelons la grammaire universelle. Ces consonnes ont été générées de telle sorte que dans toutes les langues actuelles, nous avons les consonnes palatales. Et ça ne me surprend pas, ça ne surprend personne, en tout cas pas ceux-là qui sont rompus dans ce que nous appelons l'analyse diachronique des langues africaines. Si l'on suit, par exemple, un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur la classification des langues africaines, et si nous revenons dans notre ère géographique concernant les langues Volta, Congo et consorts, on sait très bien que feu John Stewart, qui est l'un des champions de la classification des langues, a déjà montré que le proto-Volta Congo n'avait pas de consonne palatale. Donc ça ne me surprend pas du tout qu'en proto-B, il n'y ait pas de consonne palatale. Ensuite, les consonnes implosives. En réalité, Stewart aussi a bien montré que les consonnes implosives existaient dans ce que nous appelons le proto-Volta Congo, qui est l'ancêtre de beaucoup de langues. Dans certaines langues, ces consonnes-là ont disparu. Je viens de montrer, par rapport au B, que le proto-B avait ces consonnes-là. Mais qu'on retrouve d'ailleurs dans une langue actuelle qui n'est pas le B, mais qui est une langue métisse construite sur la base du B, du portugais, de l'anglais, et qui est parlé à Suriname. Lorsqu'on prend des mots fonds, lorsqu'on prend des mots qui commencent en fond par bas et da, et qu'on les retrouve en saramakan, au lieu de bas, on a plutôt la consonne implosive. Et au lieu de da, chez nous, on a plutôt la consonne implosive da, en saramakan. Ce qui signifie qu'à un moment donné, la consonne a existé, mais dans l'histoire de la langue, ça a disparu. Je profite de l'occasion pour répondre à mon aîné, qui a souvent débattu de ce problème-là avec moi, que en parlant du proto-B, nous ne calquons pas notre manière de voir les proto-langues comme il a dit tout à l'heure, parce que les proto-langues, c'est des langues qui ont réellement existé à un moment donné de l'histoire, mais dont les traces se retrouvent dans quelques langues individuelles que nous avons de nos jours. Donc c'est un peu ça. La proto-langue n'est pas une invention. Je connais très bien ce dont il parle parce que il est, je sais, le champion donc, qui a que des langues mixtes. Je suis d'accord aussi avec cette théorie-là, développée par un Allemand au 19e siècle, je crois, Hugo Schuhart, qui a parlé de ça. Je suis d'accord, mais ce n'est pas une raison
pour nier la réalité de l'arbre généalogique. Parce que lorsque moi j'ai travaillé sur les tons, et j'ai beaucoup travaillé sur les tons, d'autres l'ont fait avant moi, j'ai beaucoup travaillé sur les langues qu'on dit être les langues Kwahweda, que moi je considère, c'est des langues qui n'intéressaient en réalité personne. Mais en les étudiant, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de propriétés de la langue mère qui se retrouvent dans ces langues-là. Et lorsque je parle de Kwahweda, ce n'est pas seulement Kwahweda, c'est le Haïzo, c'est quoi encore, le Monvolo, c'est encore quoi, le Seto, le Toli, quoi encore, bon, j'en oublie. Bon, j'ai travaillé sur une variété de langues, je crois, 14-15, et il en reste sur lesquelles je n'ai pas travaillé. Je vous remercie.